comment on appelle, le PRD s'affaissera devant le Patrice Talon. Je ne pense pas. Et l'électorat, ceux-là qui ont accordé le suffrage aux autres candidats, vous l'avez constaté, comment se fait le recolmatage des brèches? Je voudrais aussi répondre à M. Bolino pour dire que le PRD, ceux qui ne sont pas au PRD ont une vue qui est complètement subjective de ce que nous y vivons. À la direction exécutive nationale, les décisions ne se prennent pas. Le président Mbedi prend beaucoup de recul. Il y a plusieurs fois eu des décisions qu'il a voulu. Il a émis son point de vue que nous avons battu en brèche. Le PRD ne se gère pas comme ça. Non, mais les gens ont l'impression que c'est le roi tout-puissant, le monarque. Quand il tousse, personne ne dit plus rien. Donc, le PRD ne se gêne pas comme ça. Ne se gère pas comme ça, non. Je suis désolé. Vérifiez, moi je suis une dame. Et j'ai toujours tenu tête au président Mbedi. Vous pouvez vérifier. Ou bien devant un plateau. C'est pas devant un plateau. J'ai toujours tenu tête. Quand le président dit, quand les gens disent, moi je suis d'un tel avis, moi je dis, quand quand je suis du même avis, je me plie. Mais quand je ne suis pas du même avis, je dis, je suis désolé. Même devant les hommes, je dis, je ne suis pas du même avis que vous. Souffrez que je donne mon point de vue. Et je le donne, et tout le monde donne son point de vue. Et le président fait la synthèse. Il ne nous a jamais imposer son point de vue. Les gens, c'est l'impression que les gens ont du dehors. Non, mais il faut pas. Non, mais rapprochez-vous du PRD. Quand même, on veut aller de l'avant. Rapprochez-vous. Saisir cette main étendue du PRD et accepter d'une manière ou d'une autre ce que d'aucuns considèrent comme un mea culpa d'un grand parti. Et ensuite, penser le développement. Le PRD n'a pas de... Vous avez sorti le mot, le mea culpa. Non, c'est les gens qui disent, je ne dis pas que le PRD a dit ça. Non, mais monsieur Yetonji, oui. Notre candidat, le président Patrice Talon, les gens ont voté pour lui dans notre fief. Et il a prôné des réformes que nous autres, moi en tout cas... Il n'était pas d'accord en premier lieu de votre Il a prôné des réformes. Ce n'est pas, tout le monde dit bravo, bravo. Il n'a encore rien gagné. Il a un projet de... Il a gagné, il est président. Oui. Il a un projet de société. Nous l'attendons et nous le suivons. En tout cas, du moins, moi je le suis dans l'application de ces réformes. Vous pensez qu'il peut ne pas tenir parole? Ah non, mais je ne lui prête aucune intention à première vue. Je ne le connais pas bien. Et je ne l'ai pas soutenu parce que je ne le connais pas. Et puis, moi, il ne remplit pas mes conditions de sélection. Mes critères de sélection, il n'était pas dans mes critères. Et si je devrais le reprendre aujourd'hui, je suivrai toujours le candidat Lionel Zinsou. Écoutez, vous parlez en tant que Madame Awa ou vous parlez en tant que membre du PRD. Je parle maintenant la membre du PRD. Les membres de la c'est membre du PRD. Je suis membre aujourd'hui, elle est prête à refaire l'histoire. Elle ne regrette pas le choix. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas le choix. Et qu'aujourd'hui, nous ne regrettons pas le choix. C'est pas que notre candidat est élu président de la République et que vous portez toujours les idées et que vous seriez prête toujours. Mais il y a un pan de son projet de société. Alors, il rencontre, il y a un pan du projet de société du candidat, du président Patrice Talon, que nous étions déjà en train de défendre à l'Assemblée. C'est juste. Pourquoi? Parce que nous avons voté contre ce président, nous avons voté contre lui, que le pan là, qui veut développer, nous allions encore nous opposer. Pourquoi nous opposerions-nous à un système naissant qui a des trucs, des pans, des projets de société qui rencontrent notre adhésion? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas la réaction des Béninois. Je ne comprends pas. Avec votre mission, a-t-on tiré sur la ficelle finit par se casser? Est-ce qu'il ne faut pas finalement regarder de l'avant? Regardez de l'avant, je suis d'accord. Il y a une chose que je voulais faire remarquer. Si vous êtes d'accord pour un pan du projet de l'homme et que actuellement vous avez une position très stratégique à l'Assemblée nationale, le PRD Adrien Mbedi est le président de l'Assemblée nationale. Donc c'est un atout pour le Parti du Renouveau démocratique. C'est sûr. Cet atout-là, vous pouvez l'exploiter autrement. Mais vous n'avez pas besoin, juste au lendemain de la proclamation de l'État, faire votre adhésion. Aujourd'hui, c'est fait. Pourquoi ne pas tirer? Moi, je veux juste faire remarquer, pourquoi ne pas attendre l'annonce ou la mise en application de ces réformes pour dire ok, nous sommes d'accord sur ce plan. Non, mais dire que nous le soutenions dans ces réformes ne veut pas dire
Mais président Patrice Talon, donnez-nous des portefeuilles. Non, mais elle le fait. C'est pas seulement quand on est un gouvernement qu'on peut aider son pays. Ça, c'est sûr. C'est pas en étant un gouvernement. Pas forcément que dans votre communiqué Je final. ne comprends pas comment vous autres, vous comprenez. Le communiqué du PRD n'a pas dit. Mais il y a des gens qui ont dit pire. Il y a des gens qui ont dit pire, des gens qui étaient avec Yahi Boni pendant 10 ans et qui disent qu'ils sont de la rupture aujourd'hui. Ils ne sont pas plus ridicules que le PRD. Ils ont pris qui aime bien conscience. châtie, est-ce que ce n'est pas quelque part un sentiment de déception que cela traduise? Ils portent tellement le PRD et ils n'ont pas compris finalement. Nous avons pris la prise de position. Le PRD a pris acte du fait que nos militants aient voté pour le candidat, le président Patrice Talon. C'est parce que nous en avions pris acte que nous avions dit il ne sert à rien de s'opposer aux réformes pour lesquelles nos militants ont voté. Ils étaient obligés de se plier à la base, finalement. Si nos militants ont voté pour les réformes, on est parti démocrate, de démocrates. On ne peut pas dire parce que notre ego ne nous permet pas de soutenir ce que nos militants ont soutenu. Nous allons dans le sens des militants et nous suivons les réformes et nous observons. Ça ne veut pas dire que nous nous jetons dans ses bras, quoi qu'il fera, et que nous, on dira oui. Ça ne veut pas dire ça. C'est important à souligner, Josaphat, le PRD, oui, tend la main, mais tout en ayant une position des plus vigilantes par rapport à ce qui va se faire. Parce qu'à l'œuvre, on connaît l'artisan. Bon, j'aimerais bien avoir le PRD à l'œuvre pour véritablement le connaître sur ce plan avec ce nouveau départ. C'est vrai que la main est déjà tendue, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Je suis d'une manière ou d'une autre d'accord avec vous en ce qui concerne que le vin est déjà tiré. Maintenant, qu'est-ce que le PRD pourrait apporter réellement au nouveau président sur ces réformes? Et c'est là maintenant on va voir véritablement le PRD. Si éventuellement le PRD échoue, s'il échoue encore à ce niveau... On échouera comment? On n'est pas président de la République. On dit qu'on veut accompagner le président. Comment allons-nous échouer? J'ai dit tout à l'heure que vous avez... C'est le président qui a pris des engagements devant le peuple. Et nous, on a dit, d'entrée de jeu, nous vous accompagnons dans vos réformes. Mais nous, comment nous échouerions? Nous, on est dans une... N'oubliez pas... en faisant des abstentions, justement, des votes, en vous abstenant. N'oubliez pas que vous avez une position stratégique à l'Assemblée nationale. Et c'est là-bas que se feront les réformes. Je dis le PAD, c'est pas parce qu'on dit on soutient ces réformes que nous deviendrions des bénis, oui. Quand ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, nous taperons du poing sur la table. Non, mais quand même, le PAD est un parti très démocrate. On ne s'est jamais saborder à un régime jusque-là. Notre président a été de régime, il a démissionné quand ça n'allait pas. Qui craignent que finalement on n'aura plus de l'opposition peuvent être rassurés. Quand ça n'ira pas, le PRD... En tout cas, moi je reste résolument au PRD. Ils peuvent être rassurés quant au fait que le PRD ne fera pas l'opposition. Peut-être d'accord, je Non, pourquoi? Mais le problème c'est que l'opposition va se faire d'elle-même. Mais on s'oppose à quoi maintenant? On va faire l'opposition par rapport à quoi? Monsieur Patrice Talon n'a pas encore pris le pouvoir. Il n'a encore rien commencé. Ne serions-nous pas en train de nous couvrir de ridicule quand on dit, du coup, si on se lève, on dit, on est opposant. Les gens vont nous demander, vous êtes opposant à quoi maintenant? Il n'a encore rien fait. Le monsieur n'a pas encore fait un pas. Quand vous dites que vous êtes contre lui. Le PRD pourrait s'abstenir. Maintenant, vous avez fait votre déclaration. Le problème, c'est ce que je disais à l'instant. On n'a pas de leçons à recevoir des autres. Le parti est venu. Nous acceptons les critiques et nous nous défendons. Mais vous n'allez pas nous dire, vous n'êtes pas militant, vous êtes journaliste. Vous voulez que nous, on se comporte comme vous autres. Vous qui valsez, vous qui slalomez tout le temps. Journaliste slalomé. Vous avez slalomé, j'ai vu les gens. C'est la lecture de Mme Awaou. Moi, j'ai été déçu, je regrette, j'ai été déçu du comportement de certains journalistes pendant ces campagnes électorales. Vis-à-vis de l'Alliance, j'imagine. Parce qu'il paraît que ces journalistes ont beaucoup apporté au processus. Il y a des propos qui n'auraient pas dû être relayés. Moi, j'ai été déçu. J'en suis très meurtri. Il y a des gens, des gens que je créditais d'un bon niveau intellectuel qui m'ont déçu dans ce pays. Finalement, ils ont présenté des articles truffés d'erreurs. Non. Il y a des trucs. Moi, j'ai suivi parallèlement les campagnes électorales aux États-Unis. Bien vrai qu'on ne peut pas comparer les États-Unis au Bénin. Mais il faut que quand même nous cherchions
à leur ressembler. Nous cherchons à adopter ce qu'ils ont dit. Dites, les années passées, les élections précédentes, les législatives par exemple, vous étiez déçus de ces journalistes? Non, mais les législatives, c'était beaucoup plus des problèmes de personnes. Et la présidentielle de 2011, vous étiez déçu? Non, j'ai été très déçu des propos qui ont été... Il y a des propos qui ont été relayés. Je préfère ne pas revenir là-dessus. J'en ai été vraiment meurtri parce que je me dis, les campagnes électorales, ça ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas tomber aussi bas. Josaphat ne vous a pas déçu ce matin? Non, Josaphat, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas Josaphat. C'est ce matin que je l'ai découvert. Fort heureusement, c'est mon frère, c'est mon jeune frère. Et puis, moi, je suis obligé de lui dire certaines vérités. Ce n'est pas parce que... Je souhaite vivement que les réformes dont le président Patrice Talon parle, que ça en arrive aux syndicalistes aussi, qui sont là à ne pas bouger, qui disent que le PRD dit pardon, Djalé, pardon. Ils ont dit que le PRD a dit Djalé, pardon, donne-nous portefeuille. Le PRD n'en est pas... Nous ne sommes pas un portefeuille prêt. Pourquoi en voulez-vous aussi? Les syndicalistes sont dans leur rôle. Non, normalement, les syndicalistes ne sont pas de la politique. D'accord? Mais ils ont leur contribution à apporter pour bâtir la cité. J'ai suivi des syndicalistes qui ont dit que le PRD dit Djalé. Je suis désolé, n'amenons pas le débat là. Le PRD n'est pas un parti d'alphabet. Et pour ça, nous avons été de l'opposition pendant 23 ans. Au niveau du monde syndical? Non, mais il faut que les réformes touchent toutes les institutions. Pourquoi en a-t-on besoin au niveau on en a besoin pour que le pays vive mieux. On a besoin des réformes. Ça ne se passe pas bien de l'autre côté? Non, ça ne va pas. À comprendre bien, Mme Arao, c'est que les syndicalistes sont à la base de l'État, Non, je dis, entre autres réformes, il faut que ça touche aussi. Donc il faut balayer tous ceux qui sont là. Non, il faut quand même qu'on mette de l'ordre. Il faut qu'on mette de l'ordre parce que quand un syndicaliste se met a dit que le PRD dit Djalé Bomi. Le PRD n'est pas un parti d'affamés. Finalement, vous en prenez... Nous avons fait 23 ans d'opposition. Nous avons fait 23 ans d'opposition. Mais nous n'avons jamais... Nous avons fait 23 ans d'opposition. Mais nous n'avons jamais supplié un régime. Jamais. Nous ne supplierons aucun régime. Le PRD est une puissance. C'est vrai que la dame s'en prend à un syndicaliste ou à des syndicalistes qui ont tenu ces propos. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon veut mettre des réformes et veut baser ces réformes-là sur des compétences. Donc, il veut prendre des gens compétents, des gens qui sont aptes de travailler. Aujourd'hui, si le nouveau président détecte une compétence au sein du Parti du Renouveau démocratique, je ne suis pas sûr que le maître Adrien Djoumbédi ou les membres de ce parti puissent dire non, nous ne voulons pas. Donc, le gouvernement qui formera, c'est un gouvernement du Bénin. C'est pas sa chose. C'est le gouvernement du Bénin. Le PRD pourra se retrouver. Un élément du PRD est promu, c'est parce qu'il est valeureux, il est valable. Justement. Mais moi, je dis, si on promet un élément du PRD et qui dit qu'il tient compte des compétences, ça dit qu'il a certainement vu ses compétences et qu'il voit qu'il est valable, qui peut l'aider dans ses réformes. Pas demandeur, mais le PRD nous sommes béninois. Ça ne pourrait pas arriver, monsieur. Ça ne pourrait pas arriver si le PRD restait camper sa position pendant la période électorale. Non, mais nous étions opposants à Yahi Boni. Nous avions dit que c'est un gouvernement ventilateur, un gouvernement comment on appelle, que c'était de la précipitation qui faisait ces trucs. Mais il nous a fait des appels de pied que nous avons déclinés tout le temps. Nous avons décliné même... On va passer au second panel. Très rapidement, vos mots de fin avant qu'on ne passe au second panel. Josaphat. Il y a un mot de fin à remercier ces acteurs politiques aujourd'hui qui sont en difficulté, il faut le dire clairement, ils sont en difficulté, mais on espère quand même avec la recomposition de cette classe politique, à partir du 6 avril avec le nouveau président, on puisse avoir des vrais acteurs, qu'on ne puisse plus avoir des clubs électoraux au Bénin, des vrais acteurs, des partis politiques dignes du nom, capables de redresser le pays économiquement sur tous les plans. Mais si nous avons toujours des gens qui vont naviguer, qui vont s'adonner à des transhumants ou qui vont donner une position aujourd'hui et du jour au lendemain donner une autre position, on ne veut plus ça. Que la classe politique puisse être recomposée pour que nous voyons des vrais acteurs et non des clubs électoraux au Bénin. Awaou Kodjo Alabi. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que tout ce qu'il dit là, je me retrouve, en tant que PRD, je ne me retrouve pas là-dedans. Nous ne sommes pas transhumants. Nous n'avons jamais été... Yahi Boni 10 ans, on n'a pas été dans Yahi Boni 10 ans.
On a combattu Yahya Boni en 2006, en 2011. On l'a combattu jusqu'à la fin parce que sa manière de gérer ne nous plaisait pas. Qu'il amène un candidat qui nous intéresse, dont le profil et le projet de société nous intéressent. Nous l'avons accompagné. Et moi, je pense, ce que je voudrais souhaiter, il y a eu des votes sanctions. Nos militants, nous leur disons, nous avons compris le message et nous nous attellerons à reprendre nos structures en main pour les redynamiser parce que le PRD n'est pas mort. Le PRD a une force tranquille et nous ressusciterons tous ceux qui sont partis de l'autre côté. Nous les ramènerons à la base parce que les militants PRD, ce n'est pas les militants qu'on conquit comme ça facilement. Nos militants sont encore avec nous et ils reviendront. Tel le phénix, le PRD naîtra de ses cendres. Parole d'Awao Labi Kodjo. Elle est membre de l'ADEN, à la direction exécutive du PRD. Mesdames, Messieurs, l'heure pour passer au second panel de cette émission 100% Bénin, un tour à la régie. Et on se retrouve. À tout de suite. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Retour sur le plateau de 100% Bénin, le dossier du jour est consacré aux réformes institutionnelles et administratives annoncées. Le sujet suscite intérêt et passion. Mais quel type de réforme pour consolider à long terme les bases de la démocratie béninoise et réussir une fois pour toutes le décollage économique du pays? La question sera soumise à réflexion tout à l'heure. Mais avant, je vous propose une nouvelle revue des titres des journaux, toujours en compagnie de Johannes Toanou. Johannes Toanou, merci de nous rejoindre pour ce second tour de table. Voilà, Joël Yetonji, nous vous avions promis que plusieurs confrères allaient nous parvenir pour ce second tour de table. Cet effectif, Actu Express s'affiche en manchette. Bilan dans les secteurs des travaux publics et des transports sous Boni Yayi, des réalisations qui attestent de l'efficacité de toute une équipe. Gustave Sonon, entre compétences avérées et pragmatisme, victoire de la coalition de la rupture. Sébastien Germain à Javon, le sauveur de la démocratie béninoise. Diakpata, à quelques jours du terme de son mandat, Boni Yayi lègue des chantiers inachevés à Patrice Talon. Assemblée nationale, la première session ordinaire de 2016 s'ouvre le 12 avril prochain. La diaspora de Saba, quinquennat 2016-2021. Les États-Unis prêts à composer avec Patrice Talon.
Pour avoir obtenu au moins 10% des suffrages, l'État doit débloquer 1,30 milliard de francs CFA pour Zinsou et Ajavon. La Guérite, cabinet du nouveau président de la République, Maître Joseph Diogbenou, à l'épreuve du pouvoir d'État. La Nouvelle Tribune, refus de transmettre le pouvoir à Talon. Boni Yayi capitule. Échec de l'aile Zinsou à la présidentielle 2016. Une grosse déception pour Hollande, croit savoir la Nouvelle Tribune. La presse du jour, départ du pouvoir le 6 avril prochain. L'atterrissage s'annonce brutal pour Boni Yayi. Coopération Nord-Sud, Obama prête à travailler avec Talon. L'affiche du jour, entrée en fonction du nouveau président. Le peuple attend de chaleureuse accolade entre Yayi et Talon. Présidentielle 2016, voici comment la coalition de la rupture a vaincu l'Alliance républicaine selon Saka Fikara. Le challenge. Après le naufrage des 6 et 20 mars dernier, RB-PRD, que faire pour sortir la tête de l'eau, s'interrogent nos confrères. Vague de mouvements de soutien au nouveau chef d'État, le président Talon serein et imperturbable face aux louangeurs. Le confrère de la matinée, après l'euphorique élection de Patrice Talon, maintenant commence le plus dur. La talonnade cotonnière contre Yayi n'aura pas lieu. Le Bénin politique à l'heure du nouveau départ, l'opposition est-elle décapitée? S'interroge le confrère. Le matin, écrasante victoire de Patrice Talon. Dans l'Ouémé, le duo Ajavon-Fikara dicte sa loi au PRD. Quotidien Le Meilleur. Gouvernance politique du Bénin, Patrice Talon pourrait être appuyé par les États-Unis. Scandale dans le secteur sanitaire, des médicaments interdits, toujours prescrits et vendus au Bénin. Le potentiel, 10 ans de réalisation dans le secteur des travaux publics, des transports au Bénin. Sonon fait le bilan des prouesses réalisées sous Boni Yayi. Suspicion autour des ralliements spectaculaires des partis politiques au nouveau président élu. Les talonistes posent leur premier bouclier. Le quotidien. Entre ennui de santé, bilan mitigé et impopularité, Boni Yayi, difficile atterrissage. Et puis après son élection, les États-Unis félicitent Talon. Le Télégramme, indiscrétion sur le premier gouvernement de la rupture. Voici la répartition des postes ministériels par département. Réconciliation entre les acteurs du football béninois. Des tentatives d'intimidation pour mettre en péril le processus. Les pharaons. Tractation pour la formation du premier gouvernement de la rupture. Abdoulaye Biotchane pressenti au ministère des Finances. Joël Etongi, ce sera tout donc pour la revue de presse pour le compte de ce mercredi. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Vous savez, le plaisir est partagé. On se retrouve très bientôt. Très bientôt. Merci bien à vous. Place à présent au dossier du jour, mais avant, un tour à la régie. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour. Patrice Talon et le concept nouveau départ. Quelle réforme pour un Bénin prospère aujourd'hui et demain? Pour en parler, j'ai sur ce plateau Orden Aladati. Il est le secrétaire général de la coordination de campagne de Patrice Talon. Orden Aladati, bonjour. Bonjour, chers amis, chers auditeurs, bonjour. Bonjour, les téléspectateurs sont aujourd'hui avec vous. J'ai également sur ce plateau juste Kodjo, doctorant en sciences politiques à Kansas State University aux États-Unis. Il est l'un des Béninois de l'extérieur très attaché au développement de son pays, un peu comme Lionel Zissou. Juste Kodjo, bonjour. Bonjour, monsieur Etanguy. Ce matin. Ça va bien, merci. Plus que quelques jours, Patrice Talon entrera dans la plénitude du pouvoir exercé. Comment se mêlent les attaches pour que le vaste chantier des réformes démarre sans perdre de temps, Orden Aladati? Oui, je pense que très bien. Vous savez, Patrice Talon, il n'est pas étranger à la classe politique.
Quand il a annoncé sa candidature au Bénin, c'était en lien avec les partis politiques. Il nous a dit depuis Paris qu'il était en discussion avec les partis politiques. Malheureusement, il y avait beaucoup de candidats, chacun a fait son choix. Au second tour, vous avez vu le ralliement qu'il a eu. Le camp des perdants avec M. Lionel Zinsou a marqué aussi sa disponibilité pour accompagner le nouveau départ. Donc je pense que les choses sont en place pour le démarrage du train. Il faut espérer. Gros, pour le Bénin. Ah oui, mais il y a eu adhésion massive donc, à la rupture et au nouveau départ. Et je pense qu'on ne pourrait pas bloquer le départ du train. Le train est en gare et puis c'est bientôt, on sifflera le départ. Alors, le dialogue national à cet allure, est-ce encore important si vraiment il y a ces ralliements? Et quand on sait aussi que le mandat unique, ça donne des frissons à bien d'acteurs politiques. Si déjà les dialogues sont si poussés, est-ce qu'il faut aller encore à un dialogue national que certains prônent? Non, le dialogue, c'est un phénomène continu dans une nation qui se veut, qui va vers le développement. Le changement emporte le dialogue. On ne peut pas vivre en cité et donc dans la société sans dialoguer. Le dialogue, il est permanent. Le dialogue n'est pas statique. Alors, vous avez dit que si le dialogue est si avancé, s'il faudrait encore les assises, je ne sais pas, oui. Non. Ce concept-là ne nous concerne pas. Vous savez, nous étions à la veille des élections quand certains ont prôné ce genre d'assises, un peu comme si nous devrions mettre un terme et faire court au processus des élections qui était déjà lancé. Alors, je vous ai dit que le dialogue il est permanent, mais ce type de dialogue qui consiste à aller s'asseoir sous un abat-palabre pour tout réinventer, non. On a élu un président qui a un projet de société, des partenaires se sont ralliés à ce projet. Il y aura des discussions par rapport au programme de gouvernement, mais le projet de société dans son essence demeurera, surtout pour ce qui concerne les réformes de fond. Parce que le projet de société de Patrice Talon, c'est en deux volets essentiels. Hein. Vous avez les réformes politiques et institutionnelles qui sont même le socle même de tout son projet. Et puis après, il y a donc sa vision secteur par secteur, la santé, l'éducation et j'en passe. Mais pour ce qui concerne le socle, je pense que l'unanimité devrait se faire. Encore que pendant la campagne, personne de façon fondamentale ne s'est opposé, mais remise en cause ces projections qui ont été lancées. Donc de ce point de vue, il ne devrait pas avoir de problème. Et j'ai suivi la représentante du PRD sur votre plateau tout à l'heure. Elle a dit que leurs militants ont adhéré massivement à ce projet de réforme et que le PRD, qui a été l'un des soutiens essentiels donc, du challenger de Patrice Talon, que le PRD ne saurait rester en marge donc, de ces réformes. Moi, je trouve que ça va. De bonnes nouvelles qui se multiplient. Juste quand vous étiez de ceux qui, à un moment donné, ont eu de la sueur froide pour ce pays et qui ensuite se sont réjouis, lentement mais sûrement, tout rentre dans l'ordre. C'est quoi aujourd'hui votre regard? Merci, M. Etongi. Je voudrais d'abord remercier M. Aladatine d'être venu avec nous. Je crois que nous avons ici une opportunité historique. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'on retourne un peu à nos origines, en tant que République. La République du Dahomey a été créée en 1958. Nous étions alors membres de la communauté française. Et nous avions adopté à l'époque un régime parlementaire où le Premier ministre avait droit ou avait la responsabilité des affaires internes. La défense, les affaires étrangères relevaient du président de la communauté française, c'est-à-dire Paris. Le 1er août 60, nous sommes devenus indépendants sous donc, ce régime-là, parlementaire avec la responsabilité sur la défense et les étrangers de l'autre côté. Et en 3 mois, nous avons procédé à des réformes pour passer du régime parlementaire au régime présidentiel. En 3 mois. Novembre 1960, nous avons adopté le régime présidentiel. 3 ans après, il y a eu le premier coup d'État. Et l'une des raisons avancées, c'est que le président Pourquoi de la rappeler République... tout ça maintenant? Oui, c'est important. Parce que nous avons parlé de nouveau départ. Tout à fait. Et si nous parlons de nouveau départ, ça veut dire qu'on a eu d'autres départs qui n'avaient pas vraiment marché. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas marché.
Nous ne pouvons pas faire un nouveau départ sans connaître d'où nous sommes venus. Et ça, c'est important, c'est capital. Et donc, je disais, 3 ans seulement après l'indépendance, nous avons commencé à expérimenter l'instabilité sous le régime présidentiel. Et en 64, nous avons adopté donc une autre constitution, ça n'a pas marché. En 68, c'est-à-dire 4 ans après, nous avons adopté une autre, ça n'a pas marché. En 70, 2 ans après, nous avons adopté une autre constitution, ça n'a pas marché. En 72, il y a eu le coup d'État du gouvernement militaire révolutionnaire qui est venu et qui voulait changer le système avec les hommes qui le portent. Fin de citation. C'était ça, la déclaration du gouvernement militaire révolutionnaire. Je ne sais pas s'ils ont réussi à changer le système avec les hommes qui le portaient. Mais une chose est sûre, en 90, nous avons estimé qu'il fallait retourner encore à la démocratie. Et qu'avons-nous fait? Nous sommes retournés au régime présidentiel de 1960, qui n'a pas marché en 64, en 68, en 70. Et donc, 25 ans après, nous nous demandons, ben, il faut encore des réformes. Et puis, si vous m'avez suivi, vous allez constater que à aucun moment nous n'avons vraiment pris la peine de réfléchir en profondeur au système politique adapté aux réalités du Bénin. Et le régime présidentiel a son histoire qu'il faut connaître. Bon, en aucun moment, quand on prend les différents points que vous avez eu à évoquer, mais aujourd'hui, ceux qui portent le nouveau départ ont eu, je ne me fais pas passer pour le porte-voix de ceux-là, ont eu à faire un travail sur le terrain. Et on a ici un porte-parole digne du nom. Ordenalati, je trouve à travers l'intervention de Juste Kodjo une certaine crainte, à savoir si le travail préalable a vraiment été fait avant qu'on décide d'aller vraiment faire ce nouveau départ. Ben, tout à fait, on ne va pas réinventer le monde. Je prends acte du bref rappel historique fait par M. Kodjo. Puis voilà, ce travail a été fait à la conférence nationale déjà, c'est connu. Vous savez, c'est des constitutionnalistes qui ont conduit les travaux de la conférence nationale par rapport surtout à la réforme constitutionnelle. Nous sommes partis donc de toute cette histoire, de toute cette historique, ce rappel et tout ça, ça a été fait et diagnostiqué. Et il se fait simplement qu'on a opté pour un régime présidentiel fort, hein, il faut le dire. Et avec le nouveau départ, en 90, avec le nouveau départ, nous ne remettons pas en cause les choix déterminants de la conférence nationale. Il faudrait que ce soit très clair. Nous restons dans le régime présidentiel. Il s'est fait simplement que durant ces 10 dernières années, les institutions de contre-pouvoir ont été fragilisées. Donc, les garde-fous liés même au régime présidentiel ont été ébranlés. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne revenons pas sur la République. Avec le nouveau départ, nous restons dans la République de la Conférence nationale. Et ça, ce n'est pas une nouvelle République qu'il faut créer. La Constitution donc, de 1990 continuera à faire court. Quand on a fait la réforme constitutionnelle, on ne reviendra pas sur une nouvelle République, une nouvelle Constitution. Et je pense que cette clarification, elle est nécessaire. Le diagnostic qui est fait à la Conférence nationale, nous ne revenons pas sur ce diagnostic-là. Nous restons dans le régime présidentiel, mais nous renforçons les institutions de contre-pouvoir. Parce qu'un régime présidentiel sans contre-pouvoir n'est que du leurre, n'est que dictature. D'accord. Les inventeurs du régime de séparation de pouvoir, ils l'ont dit de façon très claire, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et c'est pour ça que donc le constituant de 90 a inventé des contre-pouvoirs, la Cour constitutionnelle, qui a été une innovation au niveau du Bénin. Une innovation pas en tant que cour, mais en tant que d'abord mode de saisine et puis en tant que contenu même de ce pourquoi on peut saisir la Cour du point de vue surtout des libertés. Et quand on a adopté la Constitution de 1990, tous ceux qui sont analystes de la question vont vous dire que cette Constitution a été en avance même sur la Constitution française du point de vue donc de la protection des libertés. Parce qu'au Bénin, n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle pour des questions d'atteinte aux libertés et tout ça, ce qui n'était pas évident par rapport au système français. Donc du coup, nous ne revenons pas, nous ne remettons pas en cause les choix déterminants de la Conférence nationale. Nous restons dans la République, mais le chef de l'État, malgré le pouvoir présidentiel, petit à petit, a pris tellement de pouvoir sur les institutions parce qu'on a cru que donc, nous devrions avoir nécessairement des démocrates
dans ce système que nous avons inventé en 90, en oubliant que certaines personnes pourraient entrer donc dans ce jeu-là par donc les facilités qu'offrait la démocratie et le système donc ambiant. Mais petit à petit, ça a été dévoyé. Le président de la République, par exemple, a la possibilité de nommer les sages de la Cour constitutionnelle par son droit direct à lui reconnu, mais par un détour, il passera quand même par l'Assemblée nationale pour donc doper cette institution chargée de jouer un rôle essentiel dans l'équilibre des institutions bénines. Il faut revoir ces détails-là. Il faut revoir ces détails au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut revoir donc au niveau de la Cour suprême, et nous pouvons aller dans les détails par rapport à ce que nous disons de façon voilà la précise. clarification apportée. C'est ce dont il est question. On ne va pas reprendre la refondation, mais voir ce qui n'a pas marché et ce qui a failli faire couler la maison. Monsieur Etondi, vous savez, moi je suis politologue. Aujourd'hui, les sciences politiques sont devenues une science à part entière. Tout à fait. J'utilise les mathématiques, j'utilise les statistiques pour étudier les phénomènes politiques, pour expliquer et prédire les phénomènes politiques. Vous avez dit en 90, ce sont des constitutionnalistes qui ont mis en place le système qui est en place. C'est vrai. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais il ne s'agit pas d'un débat sur le droit constitutionnel. Il s'agit d'un débat sur les systèmes politiques. Comment ils fonctionnent, comment ils survivent, comment ils meurent, comment ils performent. Et ça, c'est du domaine des comparativistes en matière de sciences politiques. C'est ce qu'il faut savoir, M. Etondi. C'est ce qu'il faut savoir parce que je l'enseigne justement aux étudiants. Et ça, c'est un antipode à la démarche actuellement. Tout à fait. Parce qu'il faut aller se renseigner. Il faut aller comprendre comment les démocraties naissent, fonctionnent, survivent ou meurent. Et quand vous mettez en place des institutions, les institutions, c'est d'abord des règles. Les règles ont un effet, un impact direct sur le comportement des individus, des différents acteurs. Quand vous avez étudié au préalable les relations de cause à effet entre une règle A et un comportement B, vous savez que si vous voulez obtenir un comportement B, vous ne mettez pas en place une règle C. Ça, c'est de la science. Et il y a eu des recherches. Le livre que j'utilise pour enseigner cette matière d'introduction à la politique comparative aux étudiants regroupe au total plus de 800 ouvrages qui ont étudié la question des institutions, leur impact sur la prospérité économique, leur impact sur la sécurité et leur impact sur la survie même de la démocratie. Et quand vous prenez la constitution béninoise, ou plus précisément le cas donné tout à l'heure par Ordena Dati, parlant de la Cour constitutionnelle, sa composition, des failles observées, oui. Sinon, si vous vous permettez, on va aller dans le c'est-à-dire que je suis bien, monsieur, mais allons dans le concret. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé dans les couloirs de cette réforme. Vous ne savez pas tous les politologues qui ont travaillé à tout. Mais maintenant, dans le concret, par rapport à ce que nous proposons, quels sont les biais, mais c'est ça qui nous intéresse. Les cours de droit, d'accord, on va vite les évoquer, mais on ne va pas s'enfoncer là-dedans. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fuir le débat. Il faut pas avoir peur d'avoir le débat. C'est de la confrontation des idées que jamais... On est d'accord, mais pour le commun des Béninois, allons dans le contraire de ce que nous proposons. Oui. Mais avant d'aller au concret, il faut connaître justement la logique qui sous-tend ces concrets. On de l'autre côté, on risque de nous dire que le débat... Voici ce qu'il est important de rappeler. Je vais vous donner un tout petit exemple. Oui. J'étais à une conférence l'année dernière où il y avait un politologue américain qui a fait une recherche sur l'Afrique. Il a étudié les régimes politiques de l'Afrique de 1980 aux dernières années. Et il remarque qu'il y a peut-être à peine 6 qui ont un régime parlementaire et tous les autres, c'est que des régimes présidentiels. Et je lui ai posé une question. Et quand je me suis présenté béninois, il est venu vers moi à la fin. Et il m'a dit, tiens, vous béninois, vous avez eu une occasion historique en 90 que vous avez loupée. Et je dis pourquoi? Il dit oui, je l'ai dit à un des constituants, je ne vais pas le nommer ici, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, et qu'il a demandé à ce juriste éminent, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix du régime présidentiel en 90? La raison évoquée, c'est que nous sommes une société
où nous aimons une autorité forte. Nous avons une culture de l'autorité forte. Et quand il a dit ça, il a souri et j'ai souri parce qu'on s'est compris. Quand vous regardez la logique cette logique de ce raisonnement-là, la logique de ce raisonnement, il y a un peu comme c'est complètement opposé à ce qu'on veut. Si nous avons une culture d'autorité et que nous voulons mettre en place une démocratie, et nous accordons, ou bien nous faisons le choix d'un système où l'homme est fort, où le président est fort, ajouté à la culture d'autorité que nous avons, le résultat, au fini, c'est que vous aurez des abus constants de pouvoir. C'est purement logique. Et donc, il faut savoir le système qu'on met en place quand on a une culture d'autorité forte. Plutôt que d'accorder beaucoup de pouvoir au chef de l'exécutif, il faut l'obliger à coopérer avec les gens. Si vous permettez, oui. Il y a une erreur, il y a une grande erreur dans le débat par rapport à cela. Ce que nous nous proposons, ce n'est pas d'affaiblir le président de la République. Et c'est pourquoi je dis que nous restons dans la Constitution de 1990. Il s'est fait simplement que dans ce système, peut-être que donc mon ami ne souhaiterait pas pour le Bénin. Parce qu'un président de la République fort, on sait ce que ça a permis de régler aussi. Mais non seulement le président de la République est fort, mais c'est aussi parce que les institutions de contre-pouvoir pendant 10 ans et plus n'ont plus rien représenté. Et c'est là le débat. Mais pourquoi? Mais c'est ça, on viendra là. Parce que tel que vous annoncez le débat, c'est comme si en 90, on n'aurait pas pu opter pour un régime présidentiel. Bien sûr. Moi, j'étais étudiant en droit en 1990 et j'ai soutenu le régime présidentiel. Parce que j'ai étudié en droit en tant que simple apprenti juriste, tous ces systèmes-là. Et le président Kérékou voulait bien d'un premier ministre, tout ça là, pour être président de la République. Moi, j'ai combattu le régime semi-présidentiel. Et monsieur ne nous a pas dit ce qu'on aurait pu faire et dû faire à la place du régime présidentiel fort. Il ne l'a pas dit. Mais le propos n'est pas là, le débat n'est pas là. Nous avons opté pour un régime présidentiel et ce régime présidentiel est reconduit là, dans le nouveau départ. Et nous ne disons même pas qu'il faut fragiliser le président de la République. Mais il se fait simplement que vous avez un président de la République très fort, il faut renforcer les institutions de contre-pouvoir. Et c'est de ça qu'il est question. Pendant 10 ans, on a fragilisé les institutions de contre-pouvoir. Les institutions de contre-pouvoir ont été dévoyées de leur contenu et de leur sens. Et c'est ça que nous voulons restaurer. À travers la Cour constitutionnelle, à travers la Cour suprême et l'indépendance de la justice, à travers la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et par rapport à la haute Cour de justice, par rapport à l'équité et simplement par rapport à l'égalité de tous devant la loi, que nous indiquons qu'il faut supprimer la haute Cour de justice. Nous disons des choses très précises. Et je pense que ces choses-là que nous disons dans le concret devraient renforcer in fine, l'arrière-pensée de mon ami. Et c'est pour ça que moi je voudrais qu'on aille concrètement à nos propositions. Pour être un peu concret, je partage le diagnostic qui a été fait de la situation. Le traitement proposé, il faut souffrir qu'on puisse se prononcer sur le traitement qui est proposé. Parce que c'est ça seul qui va nous sortir d'où on est là. Pour aller au concret, j'ai lu un peu la proposition de réforme. Comme je dis, je partage entièrement le diagnostic qui est fait. Mais ce que je dis, je prédis aujourd'hui, et vous pouvez l'écrire quelque part, je prédis que dans 20-25 ans, on sera au même point de départ. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous faites les réformes telles que vous les envisagez, vous prenez en compte seulement l'aspect nomination des hauts responsables de ces organes publics. C'est-à-dire que le chef de l'État désormais perd le pouvoir de nomination sur ces organes. Ce qui est tout à fait, ça peut réduire un peu les abus de pouvoir qu'on constate. Mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire que le chef de l'État continue de détenir par exemple le pouvoir d'allocation des ressources à ces organes. Lorsque il veut contrôler ces organes, il peut jouer sur le processus d'allocation des ressources. Et donc, lui enlever le pouvoir de nomination ne règle pas entièrement la question du contrôle du président ou du pouvoir. Il faut aller au-delà. Ça, c'est la deuxième chose, ou la première chose. La deuxième chose, c'est que vous prenez en compte seulement un certain nombre d'organes. Le président de la République continuerait à nommer le chef d'état-major général, le directeur de la police nationale, le directeur de la gendarmerie nationale, et j'en passe. Et ayant ces pouvoirs, il détient encore au sein de notre société beaucoup de pouvoirs.
Et quand vous ajoutez ces pouvoirs au fait qu'il peut contrôler indirectement le Parlement, vous n'auriez pas réglé grand-chose en lui ôtant seulement le pouvoir de nomination des organes judiciaires et puis de la HAC. Ça ne suffira pas. C'est pourquoi je dis il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui sous-tend tout ça, comment fonctionne. Pour opiner, j'aurais voulu, pour que ce soit complet, que ma réaction, que ce ne soit pas parcellaire, il faudrait peut-être qu'on aille aux propositions de mon ami. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Parce que c'est ça, parce que sinon on va discuter sur les détails. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Parce que c'est un projet de société là. Il y a l'opérationnel et nous allons avoir une constituante bientôt pour réfléchir un peu sur ce plan. Nous balisons le chemin. Toutes les propositions sont bienvenues. Sont bienvenues. On va en discuter et puis on va comparer. Donc les propositions de politologues et autres pour enrichir ce que nous avons proposé, c'est la bienvenue. L'essentiel, c'est que le socle de ce que nous avons proposé là ne soit pas dévoyé. Donc que l'on puisse dire d'aller un peu au-delà ou un peu moins, il appartiendra aux populations, donc vous, d'en décider parce qu'on soumettra donc la réforme constitutionnelle au référendum. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème à avoir. Mais nous sommes d'accord sur l'essentiel que ça ne peut pas continuer comme ça. L'ami dit, ce que nous avons proposé est insuffisant. Soit les débats vont continuer et c'est pour ça que les populations auront à opiner sur le projet donc de révision de la Constitution. Et c'est pourquoi moi j'aimerais qu'on aille un peu plus au débat dans le fond. En Afrique, et quand on observe donc les systèmes politiques en Afrique, qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans ce contexte de 1990? Et vous savez l'état de nos parlements, vous savez le mode d'accession donc au Parlement, comment les députés sont élus. Et quand vous observez l'Afrique, vous n'aurez pas d'autre choix qu'un régime présidentiel. Et c'est pour ça que plutôt que de dire oui, d'accord, alors en Afrique, quand vous incorporez, que vous domestiquez tout le savoir, donc l'ivresse que vous avez, qu'est-ce que vous auriez pu proposer pour le Bénin et pour l'Afrique? Et c'est ce qui me permettra, moi, de vous dire les faiblesses de votre démarche plutôt. Donc, moi, je trouve que c'est le meilleur dans le contexte aujourd'hui, avec des comptes pouvoirs renforcés. On peut aller un peu plus, un peu moins. C'est des débats qu'on peut avoir. Oui. J'ai un devoir de citoyen. Tout à fait. J'ai un devoir de citoyen. Je fais ici mon devoir. J'ai pris sur moi la responsabilité de violer beaucoup de règles en étant ici aujourd'hui. Parce que j'estime que c'est mon devoir de citoyen de venir dire ce que j'ai à dire. Et si j'ai rappelé l'histoire de notre pays, c'est pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Et donc, on ne ferme pas la porte au débat. Et quand je parle de fermer la porte, c'est être ouvert à toutes les options. Moi, j'ai travaillé les 5 dernières années à étudier un peu ces questions-là. Et ma thèse doctorale débouche sur un modèle que j'ai appelé un modèle de démocratie consensuelle, qui prend en compte justement les réalités de l'Afrique, particulièrement du Bénin. Mais c'est un modèle qui remet en cause le régime présidentiel. C'est pourquoi il est important que j'explique justement les faiblesses du régime présidentiel dans notre société. Faites les propositions, ça pourrait être plus concret. Et quand je disais tantôt que le régime présidentiel, en fait, comporte en lui les gènes même de l'abus de pouvoir, c'est parce que je voulais qu'on s'entende un peu sur ces prémices-là au départ. 90, ce qu'on aurait pu faire. Moi, je crois personnellement, le modèle que je propose, c'est de diviser le pouvoir politique en deux. Il faut un pouvoir politique et un pouvoir administratif et moral. Le temps ne nous permettra pas ici d'aller dans les détails. Oui. Mais jeudi, je fais une conférence pour donner les détails sur le modèle que je propose. La démarche qui a conduit à ce modèle. C'est-à-dire que je ne propose pas un modèle pour expliquer ensuite ce qu'il peut faire. Non, je pars des problèmes que nous avons, des causes de ces problèmes pour aboutir au modèle. Sans avoir les détails de ce modèle, il va être difficile d'en discuter. Mais ce que je propose déjà, c'est de refonder un peu le système partisan. Ce que tout le monde veut d'ailleurs. Mais à travers essentiellement 2 choses. Lesquelles? La première chose, tout simplement, c'est d'exiger que les partis politiques soient d'envergure nationale. En quoi faisant? Il suffit désormais au Bénin d'organiser des élections législatives à 2 tours et d'inclure une règle disant que ne vont au second tour que des partis qui auraient réussi au premier tour à obtenir des sièges dans chacune des grandes régions du pays. Quand vous avez ça,
ceux qui vont au deuxième tour ont forcément des élus un peu partout. Forcément. Ceux qui sont allés au premier tour, qui ont obtenu des sièges et qui les ont perdus parce qu'ils n'ont pas des élus partout, ils ont deux options. C'est d'être inclusif avec d'autres acteurs au prochain cycle électoral, ou c'est d'aller rejoindre les partis qui ont des représentants un peu partout. À long terme, vous avez un système partisan stable, où les partis sont forts. Ça règle la question de la diversité ethnique et du régionalisme. Parce que désormais, l'élu de Segbana, c'est qu'il ne peut pas aller au Parlement sans l'élu de son parti qui est de commun. Et donc, il y a un peu comme une tendance, une dynamique, une nouvelle dynamique qui s'installe au sein des partis. Personne ne va obliger les gens à coopérer. Ils vont coopérer entre eux-mêmes. Parce qu'ils meurent ensemble ou ils survivent ensemble. Ça, c'est une règle, c'est deux petites règles. Et ça change la dynamique. C'est pourquoi il est important de connaître le fonctionnement des institutions. Je ne voulais pas faire étalage de connaissances livresques. Non, c'est important de comprendre ces choses pour savoir comment y remédier. On est d'accord. Voilà. On est d'accord pour le bref rappel livresque. C'est nécessaire. Mais si le débat se base sur ça, nous ne comprendrons pas ce que nous proposons dans le débat. Oui, et puis si je ne fais pas ça non plus, vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que je suis dans cette démarche. Vous ce que vous proposez. Le système de création des partis politiques, c'est une construction. Et puis donc, vous avez des idées en laboratoire. Pourquoi pas? Moi, je suis très intéressé de continuer cette discussion avec vous. Okay. Mais nous n'en sommes pas là. Ce que vous proposez est hors de la République. Vous savez, Patrice Talon ne peut pas venir, avec son nouveau départ, se mettre hors de la République. Pourquoi pas? Attendez, ce n'est qu'un candidat. Ce n'est qu'un candidat. Vous savez, en 90, nous avons opté pour une République. Ce que dit l'ami se positionne hors de la République. Ça, c'est un débat. Nous sommes à la veille d'une élection. Peut-être ceux qui ont proposé des assises nationales et tout ça là pour refonder tout ça, vous êtes peut-être donc de cette école, mais on ne peut pas, à la veille d'une élection, arrêter la République et dire qu'on va dans des assises. Ça n'a pas... Non, les élections sont passées, Maintenant, les élections sont passées, mais pour aller aux élections, on propose des projets qui soient dans la République. C'est de ça qu'il est question. Un candidat aux élections ne propose pas un projet en dehors de la République. Donc, nous sommes, Patrice Talon est dans la République et propose un projet qui tienne compte des insuffisances institutionnelles qu'on a eues, mais qui soit dans la République. Après, si avec les expériences on en décidait autrement, on verra très bien. Mais ce que vous proposez est hors de la République et Patrice Talon ne pouvait pas se le permettre à cette instance dans l'histoire politique de notre pays. Donc, on maintient la République et nous voyons les faiblesses majeures qui, si elles n'étaient pas corrigées, risquaient donc de nous induire dans le décor. Et puis, nous agissons là-dessus. Ce que nous proposons pour régler la question donc de l'émiettement des partis politiques et pousser au regroupement, c'est par exemple le système de financement public des partis politiques, où nous disons donc dans ce projet de société que 0,5% des ressources intérieures du pays seront affectées au financement public des partis politiques. Ce que ça fait au bas mot actuellement, c'est quand même entre 3 et 5 milliards de francs CFA à redistribuer. Et ça va compliquer l'objectif? Pas du tout, pas du tout. Alors, moi, je suis du parti Alternative Citoyen. Aujourd'hui, nous avons un seul député au Parlement. Et le Trésor public paye par député et pour le compte des partis politiques aujourd'hui 5 millions de francs CFA. D'accord? Le député Joseph Djogbenou a déjà eu les 5 millions qu'il a reversés donc, dans les comptes de Alternative Citoyenne depuis lors. Alors, donc si une loi donc, dans les prochains jours est introduite au Parlement qui dise par exemple, lorsque nous faisons cette agrégation du poids politique des partis, alors si vous avez peut-être un regroupement. Et ça, ce n'est pas des coalitions. Ce que vous dites pourrait amener au second tour à des coalitions. Non, mais nous, ce n'est pas des coalitions. Bref, c'est un détail. C'est un parti. Bon, voilà. Donc, si vous êtes un groupe organisé avec 20 députés, c'est un exemple que je donne, alors, donc 10 députés, ça fait 100 millions de francs CFA. C'est déjà beaucoup plus, c'est 5 millions par député. Si vous êtes 20 députés, ça fait 300 millions de francs CFA. Je donne des titres, des chiffres au hasard. Hein. Et si vous êtes 30 députés, vous avez 500 millions de francs CFA. Et si, par surcroît, vous avez donc dans votre groupe fusionné un député de Cotonou et un autre de Parakou, ça vous fait
100 millions de francs CFA en plus. Ça va pousser vers l'objectif que vous visez. Je ne trouve pas que ce soit le seul critère suffisant, mais par le jeu du financement public. Alors, un parti politique regroupé, et si vous êtes 30, ça fait déjà à peine 3 partis pour composer le Parlement de 83 aujourd'hui. Parce que 30 fois 3, ça fait déjà 90 députés. Alors donc au Parlement, vous aurez 3, 4 partis, et ainsi de suite. Parce que tout le monde sera donc à la quête de cette manne financière. Et ça va mettre de la démocratie intérieure, de la démocratie interne dans les partis politiques. Parce que si un parti, donc fusionné, un groupe, un grand parti, a la possibilité de capter 500 à 700 millions de francs CFA annuellement pour son fonctionnement, alors le seul chef de parti ne pourrait plus continuer à imposer son dictat. Alors si vous êtes à la base, vous allez réclamer un peu plus de démocratie, parce que c'est du financement public que vous allez demander des comptes. Alors quand on a étudié le système qui était le nôtre, c'est ce que nous avons trouvé comme moyen immédiat tout en restant dans la démocratie et dans la République pour commencer par solutionner le problème du regroupement des partis politiques et de l'équilibre, pas de l'équilibre, mais du brassage interrégional entre politiques. Et c'est un moyen efficace qui va faire son œuvre. Il n'est pas certainement le seul moyen, mais il peut en avoir d'autres. Oui, la démarche du financement public peut aider à régler en partie le problème. Si vous prenez en compte un certain nombre de mesures. Mais vous êtes dans le long terme. Moi, je suis dans le long terme. Mais pour un président qui dit qu'il n'a qu'un mandat de 5 ans à faire. C'est ça notre problème. C'est pourquoi j'ai rappelé l'histoire. Et sachant qu'avant la fin du mandat, il y a d'autres élections. À chaque fois, nous sommes dans le court terme. À chaque fois, nous sommes pressés. Il faut oser. Il faut oser. À chaque fois, nous sommes pressés. Pourquoi sommes-nous pressés? Le Bénin, ça va être des siècles et des siècles. Pourquoi sommes-nous pressés? Sur ce point-là, si vous permettez, oui. Pressés pourquoi? Pourquoi sommes-nous pressés? Vous savez, je vais dire un mot grave. Hein. Non, ne dites pas de mots graves. Non, je vais vous dire, parce qu'il s'agit du pays au fait. Pas me faire fuir du plateau. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, ce qui nous est arrivé là, oui. C'est une grâce. Bien sûr. Que l'on puisse entamer des réformes annoncées comme un référendum et qui passent dans l'opinion. C'est une chance historique que nous avons pour refaire les choses. Sinon, ça va faire 50 ans après. Les pays qui engagent ce genre de réformes, c'est des pays qui passent par des coups d'État. Je vous dis, quand on a été aussi bas dans tout, au niveau des valeurs, au niveau des institutions et tout, certains pays auraient déjà basculé dans la violence et par des coups d'État pour le faire. Aujourd'hui, nous avons une grâce. Et ce que vous appelez être pressé, non, rien du tout. C'est une transition, cher ami. C'est une transition et dans tout pays... Vers quoi attendez, les pays qui ont basculé dans la guerre, on va leur donner 6 mois, on va leur donner 1 mois, 1 an, on va leur donner au plus 2 ans pour réformer tout ça. Nous nous donnons dans la démocratie et dans l'alternance démocratique 5 ans. Personne n'est pressé. C'est pour mettre les balises et faire démarrer le pays. J'ai entendu dire... Et nous aurons le projet de réforme constitutionnelle que nous avons annoncé. Ici, le chemin a été indiqué. Vous n'êtes pas contre le diagnostic. Non, pas du tout. Nous avons proposé des mesures clés. Renforcez donc ces mesures clés. Nous ne sommes pas fermés. Nous allons renforcer les mesures clés. C'est un débat très intéressant. Mais je veux bien savoir davantage. Mais de l'autre côté, on m'informe qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. Ah, mais je ne suis pas allé dans mes réformes. Moi, je ne suis pas dans mes réformes. C'est dommage. Très rapidement, qu'est-ce que vous pouvez servir en prenant 1 minute? Oden prendra aussi 1 minute et puis nous allons devoir laisser la place de l'autre côté. On nous attend pour le bulletin d'information. Merci, M. Etondier. Merci, M. Aladati. Je crois que c'était un débat court mais riche. Ce que j'ai à dire au peuple béninois, à la société civile, dont vous avez été un acteur clé, et surtout au président élu, c'est d'oser. En 90, Albert Ivo Edjere a dit, je le cite, « Nous venons de gagner un siècle, celui qui vient. Mais nous pouvons encore le perdre si nous manquons de vigilance et ou d'audace. » Alors nous sommes ici 25 ans après en train de parler de réforme. Avons-nous manqué de vigilance? Avons-nous manqué d'audace? Je laisse le soin à chacun de répondre. À chacun de répondre, oui. De dire ce que le président élu a dit. On ne peut pas se contenter de faire de petits pas ou de pas moyens quand on peut en faire de grands. Faisons de grands pas. Pour le siècle. La seule nuance, que nous sommes dans une république et nous avons dégagé un consensus depuis la conférence.
il n'appartient pas à un groupe. Non, attendez, c'est un parti politique. Vous êtes la en vie train partisane. de conclure. Je suis en train de conclure. Jour. Moi, je pense que les réformes annoncées, on a abordé les réformes au niveau des principes de la démocratie. Il y a des réformes liées à la liberté, à l'accès équitable de tous aux organes de presse. Il y a la réforme de l'administration publique, réduire le clientélisme, faire par exemple par appel à candidature de pouvoir les hautes fonctions donc du pays par appel à candidature. Et puis après, la sécurité des biens et des personnes. C'est autant de réformes que nous avons annoncées, mais que malheureusement, nous n'avons pas eu